Chers amis, bonjour et quel bonheur de vous retrouver. Avec la rupture fracassante entre la Russie et l'Occident et la montée de la Chine comme alternative à l'influence américaine, il n'y a maintenant plus aucun doute que nous traversons une période de profonds changements dans l'ordre mondial. En fait, pour bien comprendre ce qui est en train de se produire, rien n'est plus évocateur que le récit fascinant de l'Arabie Saoudite. Depuis maintenant plus de 100 ans, la famille royale est au cœur des jeux de coulisses entre les grandes puissances avec un rôle démesuré dans certains des plus grands événements de l'histoire. On dit que c'est un des piliers de l'Empire américain, mais aujourd'hui, alors que la relation avec les États-Unis ne cesse de se détériorer, l'Arabie Saoudite songe ouvertement à retourner sa veste afin de se rapprocher de la Chine et de la Russie. Évidemment, en termes géopolitiques, c'est un véritable tremblement de terre. Donc, afin de mieux saisir les transformations majeures auxquelles nous assistons actuellement, je vous propose de faire un voyage à travers l'histoire captivante de l'un des pays les plus influents de la planète. Assassinats, jeux de palais, guerres, ententes secrètes. Ensemble, nous allons découvrir le récit intégral et non censuré d'une nation aussi complexe que controversée. Pour bien comprendre, il faut revenir à la naissance de ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant l'Arabie Saoudite. Durant des siècles, les Ottomans ont exercé une influence dominante dans la région, contrôlant les villes sacrées de la Mecque et de Médine, alors que l'Arabie Saoudite moderne était divisée en plusieurs royaumes distincts, contrôlés par différentes familles d'importance. La population était rare et majoritairement constituée de nomades et de bergers dispersés à travers le gigantesque désert. Au milieu du XVIIIe siècle, l'émir de Daria, un certain Mohammed ben Saoud, tente d'unifier ces peuples du désert en s'alliant à un imam controversé du nom de Mohammed ben Abdelwahhab. Pour certains, Abdelwahhab est un radical, un fondamentaliste religieux qui dénonce la société et qui prône un retour à ce qu'il considère les racines de l'islam. En raison de ses idées, il a été banni de sa terre natale, mais lorsqu'il rencontre Ibn Saoud en 1744, ce dernier est fort attentif. Il le prend sous son aile, lui offre sa protection et pour sceller l'alliance, Abdelwahhab offre sa fille en mariage au fils de Ibn Saoud. C'est alors la naissance d'un pacte qui dure encore aujourd'hui entre l'autorité religieuse, le wahhabisme et le pouvoir politique incarné par la famille Al-Saoud. Ensemble, Abdelwahhab et Ibn Saoud réunissent une armée et multiplient les conquêtes jusqu'à ultimement prendre le contrôle de presque toute l'Arabie. En quelques décennies, ils accumulent une influence importante sur la région, tant politique que religieuse et bien sûr, l'Empire ottoman est de plus en plus agacé par l'émergence d'un nouveau rival. Ainsi, en 1818, il envoie l'armée égyptienne afin de détruire la capitale saoudienne et ainsi mettre fin à la dynastie des Al-Saoud. Lorsqu'ils ignorent, c'est que le petit-fils de Ibn Saoud a réussi à s'échapper. Il se cache dans le désert et que déjà, il prépare la vengeance de son clan. En fait, c'est seulement en 1902 que la famille Al-Saoud réussit enfin son grand retour lorsque l'arrière-petit-fils de Ibn Saoud, portant le même nom que son ancêtre, réussit à conquérir la ville de Riyad, flanqué de seulement 40 fidèles. Dans les années suivantes, le jeune Ibn Saoud manœuvre brillamment, multiplie les conquêtes et agrandit son territoire, ce qui bien sûr attire l'attention des grandes puissances, particulièrement des Britanniques. À ce moment, l'Empire britannique est extrêmement présent au Moyen-Orient, mais surtout, il est dans une compétition féroce avec l'Empire ottoman, alors que les deux se disputent le contrôle et l'influence sur la région. Ainsi, lorsque la Première Guerre mondiale éclate et que l'Empire ottoman s'allie à l'Allemagne face au Royaume-Uni, les Britanniques tentent désespérément de créer des nouvelles alliances au Moyen-Orient pour affronter les Ottomans. Et Ibn Saoud est le candidat parfait. En 1915, il signe avec le Royaume-Uni le traité de Darin, dans lequel les Saoudiens s'engagent à entrer en guerre contre l'Empire ottoman en échange d'armes, d'argent, et surtout, c'est une reconnaissance officielle pour Ibn Saoud comme dirigeant légitime du royaume du Nejd, un nouvel État indépendant, protectorat de l'Empire britannique. Londres appelle à une révolte des peuples arabes en leur promettant qu'à l'issue de la guerre, ils auraient droit à un nouvel État allant de la Syrie jusqu'au Yémen. C'est alors le début d'un mouvement de révolte qui mènera ultimement à la chute de l'Empire ottoman, mais ce sera sans Ibn Saoud. Car armé et financé par le Royaume-Uni, Ibn Saoud ignore les appels à la révolte et profite plutôt de la Première Guerre mondiale pour attaquer ses rivaux arabes, agrandir encore plus son territoire et ultimement capturer deux des plus grands trésors de l'islam, soit les villes sacrées de Médine et de la Mecque. Plus qu'un symbole, les deux villes sont une énorme source de revenus à travers les pèlerinages de centaines de milliers de fidèles.
En quelques années, la famille Al Saud acquiert une influence considérable et s'impose comme maître de l'Arabie. Les Britanniques observent avec attention. Pour eux, l'important c'est surtout les gisements de pétrole qu'ils soupçonnent de se trouver dans la région. La marine britannique est alors au milieu d'une grande conversion de sa flotte de guerre de la vapeur vers le pétrole. Ils en trouvent énormément en Iran, en Égypte, mais aucune chance en terre saoudienne. En 1927, après avoir conclu que leur protectorat saoudien ne contenait aucun pétrole, les Britanniques accordent l'indépendance totale. Et c'est ainsi que 5 ans plus tard, le roi Ibn Saud proclame finalement la création d'un nouveau royaume, le royaume d'Arabie Saoudite. Quelques mois seulement après la proclamation du royaume d'Arabie Saoudite, SOCAL, une compagnie pétrolière américaine qui deviendra plus tard Chevron, trouve d'énormes gisements de pétrole juste à côté, au Bahreïn. Les Américains sont alors convaincus que l'Arabie Saoudite regorge de pétrole et que les Britanniques sont tout simplement passés à côté. Ils négocient avec le roi Saoud pour relancer l'exploration et après 50 d'échecs répétés, en 1938, ça y est, à Dammam, le pétrole jaillit enfin du puits numéro 7. Les Saoudiens ne savent pas encore, mais les Américains viennent de découvrir chez eux le plus grand gisement de pétrole conventionnel de la planète. C'est un véritable cadeau du ciel qui arrive toutefois à un bien mauvais moment, car seulement quelques mois après l'exportation du premier baril, Hitler envahit la Pologne, et c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque la guerre éclate en 1939, les États-Unis sont les plus grands producteurs de pétrole de la planète. En fait, la production américaine est alors presque 2 fois supérieure à celle de tous les autres pays du monde combinés ensemble. Ainsi, sans surprise, c'est surtout le pétrole américain qui comble la gigantesque demande créée par la guerre, alors que les États-Unis fournissent plus de 75% du pétrole consommé par les Alliés. Les Américains s'enrichissent rapidement et gagnent une influence considérable. Or, le problème, c'est qu'ils épuisent leurs réserves tout aussi rapidement et qu'on réalise bientôt que la croissance de la consommation excède largement les nouvelles découvertes de pétrole aux États-Unis, alors que de son côté, l'URSS découvre sans cesse de nouveaux gisements. À l'approche de la guerre froide, le président Roosevelt estime donc qu'il est au pied du mur. Il doit sécuriser un nouvel approvisionnement en pétrole le plus rapidement possible. Et la réponse à son problème pourrait très bien se trouver en Arabie Saoudite. Car non seulement le royaume saoudien possède d'énormes réserves de pétrole, mais on dit que Ibn Saud déteste le communisme avec une passion profonde, ce qui en fait donc un allié parfait pour les États-Unis. En février 1945, le président Roosevelt se rend personnellement au Moyen-Orient afin de rencontrer le roi Saud et le convaincre de se ranger avec l'Amérique. Roosevelt reçoit le roi à bord d'un croiseur de la marine américaine, le USS Quincy. Les 2 hommes s'entendent à merveille. Voyant comme lui, le roi est incapable de marcher, Roosevelt lui offre une chaise roulante que le roi Saud décrira plus tard comme étant son objet le plus précieux. Les Saoudiens disent être opposés à la création de l'État d'Israël, qu'ils considèrent comme un affront au peuple arabe. Mais Roosevelt le rassure en promettant que les Américains n'auront pas d'implication directe dans le projet sioniste. L'opération est un succès. Le roi accepte de céder les droits d'exploitation de ces énormes réserves pétrolières aux entreprises américaines. En échange, les États-Unis promettent bien sûr la technologie, l'équipement et l'expertise pour exploiter les gisements de pétrole, mais aussi une protection militaire et un financement direct pour la famille royale à travers des royautés sur chaque tonne produite. C'est alors la consécration d'une relation complexe et controversée entre les États-Unis et la famille royale saoudienne, une relation qui sera au cœur de certains des événements les plus influents de l'histoire, et ce, pour les décennies à venir. Rapidement, la société pétrolière américaine, désormais nommée Arabian American Oil Company, Aramco, ne cesse de trouver de nouveaux gisements. En 4 ans, les redevances versées à Ibn Saud sont multipliées par 10, mais malgré tout, le roi n'est pas stupide. Il voit très bien que les Américains sont morts de rire et en 1950, il exige que Aramco partage les profits de manière égale avec l'État, 50-50, en menaçant de carrément nationaliser l'industrie pétrolière si jamais les Américains osent refuser. Devant l'énormité des réserves saoudiennes, les Américains n'ont pas d'autre choix que d'accepter la division des profits. C'est un véritable coup de génie pour Ibn Saud. Bientôt, la production atteint 1 million de barils par jour, entraînant un flot d'argent absolument spectaculaire vers la famille royale. Le problème, c'est qu'elle n'a ni la sagesse ni la compétence pour gérer de telles sommes, donc le gouvernement dépense n'importe comment. Il verse dans l'extravagance, la luxure et l'exubérance à un tel point que malgré ses nouveaux revenus, le royaume se retrouve avec des déficits budgétaires et forcé de s'endetter au cours des années 50.
Lorsque le roi d'Arabie Saoudite et fondateur du pays, Ibn Saoud, décède en 1953, le pouvoir doit revenir à l'un de ses fils, soit le prince Saoud, plus conservateur, ou le prince Faisal, plus modernisateur. Saoud est choisi pour prendre sa place, et presque immédiatement, il se révèle grotesquement incompétent. Il a des problèmes de jeu, il est désintéressé par les affaires de l'État et surtout, il est profondément opposé au mouvement de nationalisme arabe et aux révolutions populaires qui secouent le Moyen-Orient. Il ne veut rien savoir de réformer le royaume et en fait, c'est justement ce qui lui donne un attrait particulier aux yeux des Américains. Alors que le président égyptien Gamal Abdel Nasser émerge comme le leader du mouvement d'unification des peuples arabes, le nouveau roi Saoud est vu comme un contrepoids essentiel à l'influence de Nasser et de l'URSS dans la région. Les Américains veulent à tout prix empêcher la création d'une superpuissance arabe au Moyen-Orient, donc, ironiquement, dans la lutte idéologique entre les monarchies héréditaires et les nouvelles républiques arabes, Washington se range du côté des monarchies pour neutraliser le panarabisme. Le problème, c'est que malgré les réticences du roi saoudien, la société évolue. Il faut des routes, des hôpitaux, des aqueducs, des écoles, mais surtout, il faut une administration publique digne de ce nom. Sous le roi Saoud, l'inflation explose, la monnaie perd environ la moitié de sa valeur, alors que les réserves monétaires du royaume tombent à leur plus bas dans l'histoire, et que la confiance envers la famille royale diminue un peu plus à tous les jours. Lorsque les services secrets égyptiens humilie publiquement le roi Saoud en exposant un complot de ce dernier visant l'assassinat du président Nasser, c'est la goutte qui fait déborder le vase. La famille royale force le roi à céder son pouvoir en raison de son incompétence. Il n'est plus le roi qu'en titre, alors que le prince Faisal devient premier ministre avec le mandat de remettre le royaume sur le droit chemin. Disons qu'il arrive au bon moment, car à travers les années 50, de nombreux pays augmentent rapidement leur production de pétrole, comme l'URSS par exemple, qui inonde le marché européen avec son énergie abordable. En conséquence, les compagnies pétrolières occidentales, connues sous le nom du cartel des 7 sœurs, se voient forcées de réduire les prix sur le pétrole du Moyen-Orient afin de conserver leur part de marché. Chaque fois que les prix sont réduits unilatéralement par le cartel occidental, les pays producteurs réagissent avec colère, puisque les coupes de prix ont pour effet direct de réduire les redevances qui leur sont versées alors qu'ils en sont lourdement dépendants. En 1960, l'Arabie Saoudite et le Venezuela sont les 2 plus gros producteurs de pétrole du monde, en dehors des États-Unis et de l'URSS. Ils en ont plus qu'assez de la course vers le bas dans les prix du pétrole. Ainsi, ils appellent à la création d'une nouvelle alliance entre les pays exportateurs de pétrole visant à mieux contrôler les prix en limitant l'approvisionnement à travers un système de quotas. Ensemble, l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie Saoudite et le Venezuela surmontent leurs différends idéologiques pour donner naissance à ce que plusieurs dénonceront comme un nouveau cartel international du pétrole baptisé l'OPEP. C'est un véritable tremblement de terre dans le marché mondial de l'énergie, une transformation profonde du rapport de force entre les acheteurs et les producteurs. Les prix continuent de chuter alors que les membres de l'OPEP sont eux-mêmes forcés de tricher et d'augmenter la production afin de garder leur place. Face à la gravité de la situation, en 1964, le prince Faisal accumule finalement assez de pouvoir pour renverser son frère Saoud et s'établir comme nouveau roi de l'Arabie Saoudite. Au début, les Américains ignorent comment réagir, mais Faisal se montre rassurant et assure qu'il veut conserver la relation stratégique avec les États-Unis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mouvement nationaliste arabe fait des gains partout à travers le Moyen-Orient, en Égypte, en Irak, au Yémen. La monarchie est déjà tombée et la famille royale saoudienne est terrifiée à l'idée d'être la prochaine sur la liste. Les pilotes saoudiens ne cessent de prendre la fuite vers l'Égypte avec leurs avions de chasse, au point où l'Arabie saoudite est forcée de clouer au sol l'entièreté de sa flotte aérienne. Dans un tel contexte, la relation avec l'Amérique est perçue comme absolument essentielle à la survie de la famille royale. Or, les choses s'apprêtent à changer de manière draconienne. À l'été 1967, la tension monte entre Israël et les pays arabes. L'Égypte reçoit de la fausse information de l'URSS affirmant qu'Israël se prépare à envahir la Syrie. L'Égypte masse des troupes à la frontière israélienne. Il tente d'intimider les Israéliens. Ce que l'Égypte ignore, c'est que les Arabes ont été trahis 2 ans plus tôt par le roi marocain Hassan II, qui a remis au service secret israélien un enregistrement caché d'une rencontre durant laquelle les leaders arabes débattent de leur plan de guerre contre Israël en exposant
le manque de préparation de leurs propres armées. Avec cette information en main, Israël expose le bluff et lance une attaque surprise contre les pays arabes. On l'appellera la guerre de 6 jours, car en moins d'une semaine, l'armée israélienne écrase la coalition ennemie. Pour chaque perte israélienne, il y a 20 pertes de la coalition. Durant la guerre, Israël saisit la bande de Gaza, la péninsule du Sinaï, la Cisjordanie, le plateau de Golan et surtout la ville sacrée de Jérusalem. C'est une véritable catastrophe stratégique qui s'avère un point tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. Soudainement, les monarchies et les républiques du monde arabe renient la logique de la guerre froide, s'unissent contre un ennemi commun afin de venger la défaite et libérer le million d'Arabes en territoire occupé, en détruisant l'État d'Israël. Après la défaite de 1967, les armées égyptiennes et syriennes sont humiliées. Donc l'Arabie saoudite n'a plus à s'inquiéter de l'influence de ses rivaux. De son côté, le roi Faisal est extrêmement déçu par l'appui américain à Israël qu'il perçoit comme une trahison de la promesse de Roosevelt faite à son père quelques 20 ans plus tôt. Il demande donc à son jeune frère, le prince Salman, de lever des fonds au sein du royaume afin d'appuyer la résistance et la reconstruction de la Palestine. En quelques mois, l'Arabie saoudite assume un tout nouveau rôle dans la région, soit celui de leader du monde musulman pour la défense de la Palestine. L'Arabie saoudite commence à s'éloigner des États-Unis. Le roi Faisal se réconcilie enfin avec le président Nasser et organise le premier sommet musulman. Les Saoudiens deviennent les plus grands exportateurs de pétrole du monde, alors que l'or noir représente plus de 90% des revenus du royaume. L'État devient lourdement dépendant d'Aramco, qui reste pourtant la propriété entière des corporations américaines. Ces dernières ne versent que des redevances dérisoires, si bien qu'en 1972, par décret du roi Faisal, le gouvernement saisit unilatéralement une part de 25% au sein d'Aramco. La nationalisation du pétrole saoudien a commencé. Quelques mois plus tard, appuyés notamment par l'Arabie saoudite, l'Égypte et la Syrie mènent une grande coalition arabe dans une attaque surprise sur Israël. C'est la guerre du Yom Kippour. Presque immédiatement, les États-Unis appuient massivement Israël en fournissant des renseignements, des armes et des munitions, alors que l'URSS fait la même chose pour la coalition de pays arabes. Plusieurs d'entre eux sont alors en colère devant l'appui américain à Israël et le rôle des États-Unis dans l'oppression du peuple palestinien, mené par l'Arabie saoudite. L'OPEP annonce un embargo sur les ventes de pétrole pour tous les États qui appuient Israël. Encore plus, en représailles à l'intervention américaine, le roi Faisal signe un nouveau décret faisant passer la part du royaume dans Aramco de 25 à 60%. En quelques mois, les prix du pétrole sont presque quadruplés, alors que de nombreux pays occidentaux sont plongés dans une profonde crise de l'énergie, qu'on appellera plus tard le choc pétrolier. Les gens font la file pour du carburant, l'économie ralentit et les États-Unis sont placés au pied du mur alors qu'ils ont un rappel brutal de l'importance stratégique immense de l'Arabie saoudite. Dans la salle des cartes de la Maison-Blanche, Henry Kissinger, alors conseiller à la sécurité nationale du président Nixon, est en colère. Il s'exclame « Il est ridicule que le monde civilisé soit pris en otage par 8 millions de sauvages. Est-ce qu'on ne pourrait pas renverser l'un des chèques juste pour leur montrer qu'on peut le faire ?» Lorsque Kissinger rencontre le roi Faisal au milieu de la crise pour exiger la fin de l'embargo, il sous-entend ouvertement que les États-Unis pourraient tout simplement bombarder l'Arabie saoudite et ainsi la priver de ses gisements de pétrole. Le roi Faisal lui répond « C'est vous qui êtes incapable de vivre sans pétrole. Vous savez, nous sommes un peuple du désert. Nos ancêtres ont survécu avec des dattes et du lait de brebis. Nous pouvons facilement y retourner et vivre comme ça à nouveau. » Le message est clair. S'ils veulent du pétrole, les Américains doivent pousser Israël à négocier, et face à la gravité de la crise, ça fonctionne. Les Américains forcent Israël à faire des concessions, et l'embargo est finalement levé en 1974, alors que le roi Faisal émerge grand gagnant d'une confrontation historique. Les revenus de l'Arabie saoudite explosent grâce au nouveau prix du pétrole. Aux États-Unis, il est fait homme de l'année par le magazine Time, alors qu'un peu partout dans le monde musulman, il acquiert une renommée immense en tant que leader de la lutte contre Israël. De son côté, l'Amérique est complètement sonnée. Son économie est en détresse alors que l'inflation fait des ravages, que le marché boursier s'effondre et que le déficit national est multiplié par 12 en seulement 2 ans. Il faut intervenir.
Le secrétaire du Trésor américain se rend donc en Arabie Saoudite avec pour objectif de neutraliser la menace pétrolière, mais aussi de convaincre le royaume de financer le déficit grandissant des États-Unis. Malgré l'hésitation du roi Faisal, après des mois de négociations, Henry Kissinger et le frère du roi, le prince Fahd, arrivent ensemble à une entente historique qui s'avérera absolument déterminante pour l'avenir des deux nations. D'un côté, l'Amérique s'engage à acheter du pétrole saoudien, à fournir des armes et de l'appui militaire et à défendre le royaume en cas d'attaque. En retour, les Saoudiens acceptent de financer la dette américaine en convertissant les milliards de dollars acquis à travers l'exportation du pétrole en bons du Trésor américain. C'est un coup de génie, mais ce n'est pas tout. L'Arabie Saoudite promet également de n'accepter aucune autre monnaie que le dollar en matière de paiement, renforçant considérablement la domination américaine dans la finance internationale et consolidant le statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. C'est le début d'une nouvelle ère, l'ère du pétrodollar. L'Amérique et l'Arabie Saoudite ajoutent un nouveau pilier à leur relation, approfondissant toujours plus l'interdépendance. Malgré tout, le roi Faisal demeure farouchement opposé à la paix avec Israël et donc c'est surtout son frère, le prince Fahd, qui exécute le rapprochement avec les États-Unis. Après tout, il faut se rappeler que le roi saoudien et Henry Kissinger sont à couteau tiré. Kissinger qualifiait Faisal de sauvage seulement quelques mois plus tôt et comme l'Iran n'a pas participé à l'embargo pétrolier, Kissinger préfère largement le Shah d'Iran, qu'il considère comme un allié beaucoup plus viable pour les États-Unis. De son côté, Faisal se méfie de Kissinger, qu'il estime trop favorable à la cause israélienne ainsi qu'à l'Iran. En fait, lorsque Kissinger tente de négocier un accord de paix entre l'Égypte et Israël, le roi Faisal exerce une pression énorme sur l'Égypte afin de l'empêcher et les négociations s'effondrent. 2 jours plus tard, alors que le roi Faisal se penche pour embrasser son neveu tout juste rentré des États-Unis, ce dernier sort une arme et lui tire 2 balles dans la tête. Le roi Faisal vient d'être assassiné. Partout à travers le Moyen-Orient, la nouvelle a l'effet d'une bombe. Plusieurs dénoncent un complot d'Israël ou des États-Unis. On dit que l'Amérique n'a jamais pardonné l'embargo mené par Faisal et que le roi bloquait les accords de paix avec Israël. Certains journaux prétendent que la CIA aurait voulu éliminer Faisal en raison de sa place dans le monde musulman, alors que des rumeurs identifient directement Henry Kissinger comme responsable du complot. Dans un livre publié des années plus tard, une source de la famille royale affirme que le roi Faisal avait reçu un message seulement quelques semaines avant l'assassinat de la part d'une agence de renseignement occidentale le prévenant qu'il serait bientôt assassiné par l'un des membres de la famille royale. La note prétend que les États-Unis et le prince Fahd travaillent ensemble sur le complot et que l'objectif est d'installer le prince Fahd comme nouveau leader. Cette note ne sera jamais rendue publique. Ainsi, que s'est-il réellement produit? Difficile à dire. Alors une chose est sûre, lorsque la poussière retombe, le prince Fahd émerge bel et bien comme le nouveau leader du royaume, avec des orientations décidément pro-occidentales et pro-américaines. Soudainement, les négociations entre Israël et l'Égypte débloquent et les deux finalisent les accords du Sinaï, offrant une victoire énorme aux Américains et à Israël, qui fait alors la paix avec son rival selon les termes négociés par Henry Kissinger. Avec l'arrivée du prince Fahd, les États-Unis peuvent compter sur 2 piliers de leur influence au Moyen-Orient, soit l'Arabie Saoudite et l'Iran. Avec les prix du pétrole, les 2 pays accumulent des quantités énormes de pétrodollars qu'ils utilisent notamment pour acheter des armes occidentales en quantité massive. La différence, c'est que pendant que l'Arabie Saoudite gaspille les revenus pétroliers en finançant des projets douteux et les excès de la famille royale, l'Iran se lance dans toute une série de réformes pour moderniser l'État et diversifier l'économie. Or, il faut se rappeler que le Shah d'Iran fut installé par les Américains quelques années plus tôt à travers un coup d'État mené par la CIA. Donc, pour une large portion du peuple iranien, le Shah n'est qu'une vulgaire marionnette au service des Américains et ses réformes sont une hérésie, une véritable insulte à l'islam. Et c'est ainsi qu'en 1979, la marmite explose et débute la révolution iranienne. Dans les rues de la capitale, la foule scande « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël », alors que la production de pétrole est nationalisée par le nouveau régime qui proclame la création de la République islamique d'Iran, jurant vengeance contre l'Amérique, ainsi que la destruction totale de l'État d'Israël. Dans la prochaine partie,
Nous continuons l'histoire fascinante de l'Arabie Saoudite en traitant de l'empire des pétrodollars, de la rivalité avec l'Iran, ainsi que du rôle névralgique de la famille royale dans certains des plus grands événements de l'histoire récente. Il sera notamment question de la guerre du Golfe, de la guerre entre l'Iran et l'Irak du 11 septembre, ainsi que des invasions américaines de l'Afghanistan et de l'Irak. Nous aborderons ensuite la présidence Obama, la détérioration des relations avec l'Amérique jusqu'à l'arrivée de Donald Trump et de sa relation controversée avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. Il sera question du bris total des relations sous Joe Biden menant à un pivot stupéfiant de l'Arabie Saoudite vers la Chine. Quel avenir pour le royaume? Peut-il réellement survivre sans l'Empire américain? Et inversement, l'Empire américain peut-il survivre sans l'Arabie Saoudite? Pour ne pas rater la deuxième partie, assurez-vous d'être abonné à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin d'être informé lorsque la vidéo sera publiée dans quelques jours. Et si vous croyez que ce qu'on fait est important, eh bien sachez que la seule raison pour laquelle on peut explorer des sujets avec autant d'originalité, c'est parce que 7 jours sur Terre est un projet entièrement indépendant, financé majoritairement par les contributions de ces milliers de membres exclusifs qui paient aussi peu que $1 ou 1 euro par mois. Si vous voulez nous aider à réaliser plus de productions du genre, rendez-vous au 7jourssurterre.com où vous pourrez soit devenir membre, faire un don ou tout simplement profiter de la toute nouvelle boutique officielle de 7 jours sur Terre. En terminant, laissez-moi vous parler de notre partenaire Cambly. À travers mon métier, j'ai l'opportunité de couvrir des sujets fascinants et d'interagir avec des publications ou des professionnels du monde entier. Or, sans la maîtrise de l'anglais, tout ça serait beaucoup plus difficile et il n'y a aucun doute que je n'aurais pas la même perspective face au monde qui nous entoure. Que vous ayez pour objectif de préparer un entretien d'embauche, un voyage ou que vous souhaitiez simplement améliorer votre anglais, je vous recommande d'utiliser Cambly. J'ai moi-même réalisé une entrevue avec l'un de leurs tuteurs spécialisés en géopolitique et d'ailleurs j'ai adoré avoir la possibilité de choisir mon tuteur en fonction de mes intérêts et de mes besoins professionnels. Si vous aussi vous voulez intégrer l'anglais dans votre quotidien pour vos objectifs professionnels ou personnels, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la description et créer votre compte. Cambly vous offre un cours gratuit de 15 minutes pour vous permettre de tester sans engagement, donc n'hésitez pas, ça ne vous coûte rien, ça vous permet de passer un bon moment avec l'un de leurs tuteurs. Et si vous souhaitez poursuivre, vous profiterez de 50% de réduction sur l'abonnement de 12 mois. C'est donc l'occasion idéale pour apprendre ou perfectionner l'anglais. C'était Benjamin Tremblay et 7 jours sur Terre. À la semaine prochaine.